Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Monde Politique de la radio Watt FM et de la télévision Sur TV. Monde Politique reçoit pour vous aujourd'hui une personnalité qui n'est plus à présenter. Il s'agit de Maître Benewende Sankara. Maître Benewende Sankara, président de l'UNIR MPS, ancien vice-président de l'Assemblée nationale et ancien ministre de l'Habitat du Burkina. Bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour Monsieur Bougma, bonjour à tous. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Madame, Monsieur, Monde Politique, c'est parti. Alors, première question, comment vous sentez-vous 7 ans après la chute du régime dont vous avez fait partie, 7 mois après, j'ai dit, pardon, 7 mois après? D'abord, je voudrais dire merci à toute l'équipe et bien sûr à ce média, aussi bien Watt TV que la radio, pour tous les efforts que vous faites pour animer la vie publique, politique, sociale de notre pays. Ceci étant, je souhaite vraiment longue vie à ce média. Merci. Pour revenir à votre question, 7 mois après donc, le coup d'État, moi je suis reparti immédiatement dans mon cabinet d'avocat. J'étais omis du fait de mon appartenance au gouvernement et j'ai demandé à être réinscrit au tableau de l'ordre des avocats, ce qui a été fait. Donc j'exerce pleinement mon métier d'avocat. Je suis dans mon cabinet. Au plan santé, je me porte vraiment très bien. Mais chaque fois, je dis que depuis un certain temps, un Burkinabé normal ne peut pas se porter vraiment bien dans sa tête. Quand vous assistez à des millions donc, de déplacés internes, où vous avez des parents, quand on sent le poids aujourd'hui donc de la crise sociale sur les populations, les prix donc, des produits de première nécessité sont là pour attester que nous avons beaucoup de difficultés à ce niveau. Quand tous les jours la presse nous apprend ces attaques, ces ponts qu'on est en train de couper, et on sent un isolement, que certaines villes comme même Ouagabougou sont en train d'être prises en étau, on ne peut pas moralement se porter vraiment bien. Donc de ce point de vue, 7 mois après, je suis dans la déception la plus totale, parce que ce qui a expliqué le coup d'État, c'était que les militaires sont venus pour rétablir la sécurité, rétablir l'intégrité de notre territoire, mais on constate malheureusement que le Burkina Faso est dans le creux de la vague. D'accord. Alors, bien avant de revenir sur cette question, vous êtes avocat, vous dites que vous avez demandé votre inscription à l'ordre. Nous allons faire pédagogie, c'est-à-dire qu'en tant que ministre, on ne peut pas plaider quand on est avocat et ministre? Tout à fait, puisqu'il y a la séparation des pouvoirs. Par exemple, quand j'étais député, je pouvais reprendre un dossier contre l'État du fait du mandat national. C'est notre déontologie. Quand également on est dans le gouvernement, donc dans l'exécutif, on ne peut même pas exercer, on est immédiatement omis du tableau. Donc, n'étant plus membre du gouvernement, vous demandez encore votre réinscription parce que l'ordre, le barreau, relève du pouvoir judiciaire. C'est pourquoi d'ailleurs on ne peut pas cumuler. D'accord. Alors pour revenir effectivement à notre sujet, au lendemain de l'attaque du Nata, votre parti avait animé une conférence de presse où vous avez été très acerbe dans la gestion et vous avez même demandé de secouer le cocotier pour que, voilà, que les choses s'arrangent. Ça ne l'a pas été, ou en tout cas un nouveau gouvernement qui a été mis en place. Malheureusement, ça n'a pas pu contenir les choses. Alors, avec recul, quel enseignement tirez-vous de tout ça? Ce qu'il faut tirer comme enseignement principal, c'est qu'il est difficile de faire confiance à quelqu'un. C'est-à-dire? Il est difficile de faire confiance à quelqu'un en ce sens que, pour nous, à l'UNIR MPS, il fallait secouer le cocotier, c'est-à-dire
l'armée en tant qu'institution républicaine, il fallait faire en sorte que, notamment les jeunes officiers, puissent émerger, occuper des fonctions qui pourraient les amener à prendre leurs responsabilités pour lutter efficacement contre le terrorisme. Parce que quelque part aussi, nous avons souvent entendu de jeunes officiers se plaindre du fait que finalement c'est comme si on avait une hiérarchie militaire qui était amorphe. Et quand ces jeunes ont accédé au pouvoir, parce que le chef de l'État, quelque part, M. Roch-Marc Christian Kaboré, nous a suivis un peu dans cet élan, a procédé à un certain renouvellement. Des jeunes officiers ont occupé des postes de responsabilité comme le lieutenant-colonel Damiba lui-même. Et puis, le gouvernement a été remanié avec l'arrivée de M. Zerbo comme Premier ministre, qui malheureusement n'a fait que 40 jours, qui n'a pas eu le temps de dérouler ce que le président Roch-Marc Christian Kaboré avait accepté pour la première fois, qu'il y ait de nouveaux paradigmes. Donc, c'était une nouvelle vision. Et nous, à l'Union MPS, nous avions suggéré une rupture totale pour prendre à bras le corps la question de sécurité. Et je précise que le général Semporé était membre du gouvernement de Christophe Dabiré avec nous. Oui. Et qu'il avait même présenté la politique nationale de sécurisation qui a été adoptée avec Christophe Dabiré. Et de deux, quand le Premier ministre Zerbo a été nommé, le tout premier séminaire gouvernemental a porté sur la sécurité et comment justement changer de méthode pour mieux s'attaquer au terrorisme quand le coup d'État est survenu. Donc, je me résume pour dire, quand vous lisez tout cela, il y a une déception en ce sens que c'est une espèce de trahison qui ne dit pas son nom. Puisque l'armée, qui était au cœur donc, de toutes les décisions gouvernementales, avec tous les moyens qu'on a donnés, la responsabilisation de la jeunesse, ça s'est mué. D'abord, on nous a dit le 23 janvier que c'était une mutinerie. Le lendemain, on dit que c'est un coup d'État. Donc pour moi, la jeunesse militaire nous a déçus quelque part. Alors vous dites que la jeunesse militaire vous a déçus. Vous avez également dit que c'est difficile de faire confiance à l'entourage. Faire confiance à l'entourage, c'est qui? Les politiques ou les militaires également qui étaient avec vous? Non, je parle de l'homme qui marche avec deux pieds. L'anus perpendiculaire au sol. Ah ok, donc vous parlez de l'homme en général? Tout à fait. D'accord. Donc vous vous sentez trahi? C'est pas moi seul. Beaucoup qui ont le même sentiment que moi pensent aujourd'hui à une trahison. Alors, le général Semporé a été ministre avec vous, il est dans le gouvernement actuel. Est-ce qu'après vous êtes parlé pour savoir qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Du tout, pas du tout. Je n'ai aucun contact avec aucun membre. Non, j'ai quand même eu des contacts avec M. Dravo de la jeunesse. Donc, je n'ai pas de contact avec M. le général Semporé. Aucun contact. Alors, vous pensez qu'il a trahi ou bien il est dans... Non, je ne parle pas de lui seul. Parce que votre question a un lien avec la déclaration de l'Union MPS après Inatan. Tout à fait. Voilà, je dis quelque part, quand on regarde après Inatan, les réformes, il y a même un rapport qui a été, jusqu'à présent, dont on ne connaît pas le contenu. Est-ce que vous avez eu des bribes du contenu de ce non, rapport? Pas du tout. Aucune idée? Aucune idée. Blackout total. Mais vous étiez dans le même gouvernement, vous n'avez pas demandé en son temps au général Semporé? Le rapport? Qui doit sur les questions d'Inatan. Ça a été remis au chef de l'État. Mais vous n'avez pas... Donc on s'attendait naturellement à ce que ce rapport soit présenté en Conseil des ministres quand on était débarqué. Et pourquoi les nouvelles autorités ne révèlent pas le contenu de ce rapport? Alors, après ces événements, vous avez pu voir le président Roch-Marc Christian Kaboré? Tout à fait. Je l'ai vu, je crois, 2 fois de suite. Après les événements, comment va-t-il? Comment va-t-il? Oui. Vous l'avez vu aussi à la télé.
C'est différent de quand on l'a en Non, face. d'abord, c'est un homme qui est resté, d'un point de vue mental, égal à lui-même, toujours très souriant, loquace. Je pense aussi que, d'un point de vue de sa santé, bon, ça peut aller, mais je crois qu'il a ce courage, ce trait de caractère d'avoir une force morale, et puis bon, il est chez lui, sauf qu'il doit être certainement dans l'ennui avant peut-être, d'être tout seul, isolé, mais maintenant qu'il a sa liberté, bon, il commence à recevoir ses parents, ses amis, ses proches. Donc, aux premières heures du coup d'État, nous avions appris qu'une offre lui avait été faite de quitter momentanément le pays. Est-ce que vous confirmez? Et qu'il a décliné l'offre poliment? Monsieur Bougouma, il y a un problème dans ce pays. Il y a 2 poids 2 mesures. Par exemple, nous, membres du gouvernement, nous ne pouvons plus quitter le Burkina. Sans permission, sans autorisation. Et on ne sait pas pourquoi. Pourquoi faire une offre au président Rochman Christian Kaboré de quitter le pays s'il le souhaite? Mais c'est de sa liberté de partir, de venir, et c'est garanti par la Constitution. Si aujourd'hui, par exemple, le président Kaboré veut voyager, c'est sa liberté. Moi, c'est mon point de vue. Moi, par exemple, si je veux voyager, il semble que je dois demander une autorisation. Je ne sais pas pourquoi. Moi, avocat, je suis libre. Vous êtes un avocat, vous n'avez pas cherché à savoir. Non, je cherche, personne ne peut me renseigner. Je vais demander, je dis, mais pourquoi je dois demander une autorisation? Et des collègues ministres m'ont effectivement dit qu'ils ont demandé. Ils ont introduit, j'ai l'honneur, et puis on a effectivement donné une suite en leur donnant une autorisation de sortie. Vous êtes à l'émission Monde Politique de Watt FM et Retri TV. Nous sommes avec Maître Benewende Sankara, le président de l'UNIR MPS. Alors, 7 mois après la prise du pouvoir par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et ses camarades, quand on regarde la situation, quelle appréciation en faites-vous après 7 mois après? Oui, j'ai commencé à décrire cette situation pour dire, de mon point de vue, c'est de mal en pis. Parce que, d'un point de vue de la sécurité, contrairement à ce que le gouvernement dit, les populations continuent de souffrir énormément. Et chaque jour que bon Dieu fait, il y a des forces de défense et de sécurité qui tombent, il y a des VDP qui tombent. Au niveau de la population civile, il y a des morts d'hommes. Et il y a les effets collatéraux, les déplacés internes. Même à Ouagadougou, maintenant, il y en a. Moi, je fais souvent la banlieue, allez-y, prenez la route de Saponnet, vous verrez qu'il y a des déplacés internes qui commencent à envahir Ouagadougou. J'ai parlé des ponts qu'on est en train de sauter. Mais tout cela, ça vient aggraver le marasme social. Parce que la vie est devenue excessivement chère. Donc, de nos jours, même vous, au niveau de Watt Média, vous êtes en train d'organiser une collecte de dons pour aider les PDI, ce qui est une bonne chose. Ça veut dire que les Burkinabés, les 20 millions et demi de Burkinabés, vivent maintenant sur la solidarité des uns et des autres. Parce que l'État, pour reprendre l'expression de M. Lionel Bilero, l'État failli, qui était déjà failli, aujourd'hui, n'existe plus. Mais est-ce que nous sommes dans une situation d'État failli, au sens normal du terme? C'est plus que failli. La faillite, on peut souvent arriver à un redressement. Mais si on continue comme ça, on ne pourra pas redresser le Burkina Faso si on continue comme ça. L'élan que nous avons depuis le 24 janvier 2022, 7 mois après, si on continue comme ça, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va être la catastrophe. De toutes les façons, le 1er septembre, me semble-t-il, le président de la transition fera son bilan promis
et on pourra apprécier. Mais si vous regardez déjà les bilans qui ont été faits au 100e jour donc, du pouvoir d'Amiba, mais tout le monde, tous les observateurs s'accordent à dire que c'est la catastrophe, y compris j'allais dire, c'est pas un audit, mais il y a eu une évaluation qui a été faite par des scientifiques, des neutres, des gens qui, objectivement, ont donné des notes en deçà de 5 sur 20 à la transition. Donc, c'est une appréciation objective. Et tout le monde a vu ce document circuler. Mais pour le pouvoir, c'est parce que l'armée monte en puissance dans les zones reculées que les terroristes commencent à sortir de la forêt pour aller maintenant vers les grandes villes et les grands axes. C'est parce que l'ennemi est acculé dans ces derniers retranchements qu'il commence à sortir des bois. Oui, mais si l'ennemi sort des bois pour venir plus en profondeur, gagnons-nous plus de terrain ou perdons-nous plus de terrain? Parce qu'aujourd'hui, les statistiques démontrent que 65% du territoire burkinabé est occupé et qu'il ne reste que 35%. Et ces chiffres sont du gouvernement. Donc vous comprenez qu'en réalité, on n'avance pas, on recule. C'est pour ça, dès l'entame, dès les premières attaques, on a dit que c'est une guerre asymétrique qui peut se déplacer d'un endroit A à un endroit B. Mais le vrai problème, ce n'est pas de dire qu'on monte en puissance, mais c'est de démontrer qu'on a recouvré, on a récupéré des territoires et que le Burkina Faso est plus ou moins sécurisé. Moi, je pense que c'est ça qui intéresse notre peuple. Hein. Ce n'est pas les discours politiques du type nous avons fait ci, nous avons fait ça, alors qu'à l'intérieur, les gens sont en train de souffrir le martyre. Donc, disons-nous quand même la vérité, parce que je pense que pour le militaire, c'est l'honneur, c'est la dignité, c'est la vérité. Ce n'est pas la démagogie. Mais au début, il avait demandé à la classe politique de faire profil bas. Il a même accusé vous, les hommes politiques, d'être 100% responsables de la situation dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, cet activisme politique a repris. Est-ce que c'est de nature à faciliter la conduite des affaires également? Parce qu'on doit dédouaner l'armée. Je pense pas. Mais à l'occasion, les hommes politiques n'ont pas rétorqué pour dire non, vous n'êtes pas seul responsable. Il n'a pas donné l'occasion. En fait, il nous a convoqués, Manu Militari. Je précise que Manu Militari, est-ce qu'ils sont venus vous chercher? Non, d'abord, pas le temps. Et d'ailleurs, la convocation a été faite par voie de presse vers 20h. Moi, je suivais le journal quand j'ai entendu un communiqué qui invitait l'ex-APMP à venir avec 4 représentants, etc., etc. La preuve, c'est qu'on s'est retrouvé dans un fourre-tout. Et il nous a dit, en moins de 30 minutes, ce qu'il voulait nous dire. Et il a levé la séance. Ah, vous n'avez pas eu le droit de prendre la parole? Non, on a eu simplement droit à poser un certain nombre de questions liées à comment nous, en tant qu'anciens ministres, on devrait se comporter. D'ailleurs, là, il nous a intimé de ne pas quitter le périmètre de Ouaga sans autorisation. C'est ça, oui. Voilà. Donc, vous comprenez que c'est plus tard que le process des assises nationales a commencé et les entités se sont organisées pour désigner des représentants à l'ALT. Donc, la seconde rencontre, à ma connaissance, c'est quand le Premier ministre a encore reçu la classe politique à la veille du sommet de la CEDEAO. Mais comme il a demandé aux partis politiques de ne pas faire un activisme politique débordant, les partis politiques mènent leurs activités conformément à la Constitution, conformément à la loi et ne débordent pas. Moi, je n'ai pas vu, en tout cas, je conseille l'UNI-MPS, jusqu'à ce jour, depuis que nous existons, nous n'avons jamais mené un activisme débordant. Alors, est-ce que vous avez pu dire qu'est-ce qu'un activisme débordant? Ah ben non, je ne sais pas ce que c'est. Mais vous dites que vous n'avez pas fait d'activisme débordant. Non, alors que nous ne débordons pas la légalité.
Maintenant, c'est à lui de nous dire ce que c'est qu'un activisme débordant. Alors, vous dites que les hommes politiques ne sont pas seuls responsables de cette situation. Bien sûr, l'armée aussi. Hein. Quelle est la part de responsabilité de cette armée? Mais d'abord, moi, je souhaite qu'on nous livre le rapport d'Inata. Parce qu'en son temps, il a été dit, par exemple, par la presse, que les soldats qui étaient sur le terrain étaient affamés et qu'ils étaient obligés même de sortir pour abattre des animaux, pour trouver à manger. Donc il y a un problème de gouvernance dans l'armée. Si vous prenez, par exemple, la loi de programmation qui a permis à l'institution militaire d'avoir suffisamment de ressources, il faut faire le point de tout ça. On crie le manque de logistique, etc., etc. Donc l'armée, c'est une institution aussi qui relève de l'administration de l'État d'une façon générale. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que l'État est pourri, l'État est un État failli et mettre l'armée de côté. Pas du tout. C'est pas pour aller à un tribunal militaire. C'est pour dire que le militaire, avant tout, c'est un homme qui a ses défauts, ses qualités et qui a aussi des armes. Alors, il aurait fallu faire quoi au lendemain du coup d'État? Au lendemain du coup d'État, moi, objectivement, les premières images qui nous ont été livrées, j'ai vu un Damiba qu'on présentait, je crois, à Tenkodro, où il prenait service. Et quelqu'un faisait le commentaire pour présenter une armée qui est acquise à la cause du peuple et qui voulait faire comme Thomas Sankara. Moi, je m'attendais à ça. Une armée qui venait pour effectivement créer les conditions, j'allais dire, d'une révolution véritable. Donc c'est pourquoi de votre première, la mise au point de votre première rencontre au niveau de l'UNIL MPSR le 29 janvier, parce que le coup d'État est intervenu le 24, le 29 vous avez fait une sortie. Tout à fait. Donc c'est pourquoi vous avez été... Un communiqué qui laissait percevoir que vous soutenez ce qui venait de se passer. Attention, nous n'avons pas... Puisque vous n'avez pas condamné formellement, vous avez pris acte et vous avez souhaité que cela se gère de façon... Notre communiqué, encore là, on peut encore le relire. Nous avons déploré que le MPSR dissolve les institutions de la République. Et nous avons exigé le retour à l'état de droit. Dans notre communiqué, c'est écrit. Nous avons exigé la libération sans condition et immédiate du président Roch-Marc Christian Kaboré. Et nous avons dit que le discours tenu là par Damiba, surtout appelant à une inclusion pour refonder l'État du Burkina Faso, était à féliciter. Et il a même terminé par la patrie ou la mort, nous vaincrons en levant le poing. Pour faire croire qu'effectivement, je dis notre communiqué, c'est 4 ou 5 jours après. Oui, le 29. Le 29. Donc c'est pour dire qu'il fait croire à notre peuple que toutes ces attentes qui ont justifié le coup d'État seront remplies. Donc pour nous, il n'y avait pas lieu, ipso facto, de condamner quelqu'un pour des choses qu'on ne connaît pas. Mais nous avons dit qu'il ne fallait pas du tout rompre l'état de droit, c'est-à-dire porter atteinte à la Constitution. Ça, c'est notre point de vue. Donc, quand on déplore une situation et quand on condamne une situation, allez-y voir les nuances. Nous avons aussi soutenu que en 2015, quand il y a eu le coup d'État, le putsch de Gilbert Guinguéré, quand nous avons condamné, nous avons posé des actes pour dire qu'on était contre et qu'on allait lutter contre. Mais ici, la nuance, c'est que nous ne pouvions pas, par exemple, appeler nos militants à manifester. Nous n'avions pas les moyens pour contrer le MPSR qui a pris le pouvoir du fait de la démission, même si c'est une démission forcée du président Roch-Marc Christian Kaboré et de la dissolution de l'Assemblée nationale dont on ne voyait plus le président.
Donc, du coup, vous comprenez que nous ne sommes pas là pour condamner. Quand on dit on n'est pas d'accord, on vous combat. Mais le discours qu'il a tenu, de notre point de vue, c'était un discours éminemment courageux et nous l'attendions sur les actes, qu'on ne voit pas malheureusement venir depuis les 7 mois. Pour certains, c'était peut-être des accointances de votre président d'honneur, Isaac Zida, avec Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui sont tous deux anciens éléments de l'ex-RSP. Et donc, c'était pour ça que l'Union n'est pas allée de main forte. Alors, est-ce que c'était ça? Cette analyse peut être justifiée, mais en réalité, ce n'était pas ça. Non. Parce que nous avons tenu, effectivement, à poser la question à notre ancien président d'honneur. Je précise qu'il n'est plus... Oui, il n'est plus. Il a rendu sa démission. Yacouba Isaac Zida n'est plus président d'honneur du parti. Pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la transition. C'est parce qu'il a eu un poste au niveau du système des Nations Unies et de ce point de vue, il ne peut pas s'afficher publiquement comme étant un homme politique. Oui, évidemment. Mais nous, notre analyse va au-delà de la personne de M. Zida pour dire que c'était une analyse politique par rapport à l'orientation. Par exemple, dans nos déclarations, nous avons espéré que les acquis de l'insurrection soient préservés, consolidés, et que dans notre élan d'aller de l'avant, dans une véritable réconciliation, il y ait cette refondation-là qui capitalise tous ces acquis insurrectionnels. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous auriez remarqué que notre dernière déclaration, nous déplorons la restauration d'un régime que nous avons combattu il y a longtemps et qui a été, en 2014, voué aux gémonies. Devons-nous comprendre que vous êtes déçus clairement après... Non, je dis pas seulement une déception. Pour nous, c'est une trahison. Pour nous, c'est une trahison. Parce que ce qui nous a fait dire le 29 janvier que le discours qui a été présenté, et rappelez-vous, relisez le discours de M. Damiba, ce discours, c'est le jour et la nuit par rapport à ce qu'il a dit et à ce qu'il fait. Donc pour nous, c'est une trahison. Alors si l'UNIR avait été sollicité, ou bien si vous aviez été sollicité pour rester dans le même gouvernement, est-ce que vous seriez resté comme le général Simporé? Non. Même en allant dans le gouvernement de M. Roch-Marc Christian Kaboré, en tant que parti politique, nous ne partons pas les yeux bandés. Nous avons des principes que nous défendons. Nous avons une ligne politique que nous défendons. Si nous avons été sollicités par le MPSR, ce que nous allons poser sur la table, c'est la vision, c'est notre orientation politique. Qu'est-ce que nous proposons à notre peuple pour relever les défis qui intéressent les Burkinabés? C'est cela que nous mettons sur la table. Monde politique de Watt FM et de Retro TV avec Maître Benewende Stanislas Sankara, président de l'UNIR MPS. Avec lui, nous poursuivons cette émission dans le cadre de 7 mois après le MPSR. Quel bilan est-ce qu'on peut évidemment dresser? Ce bilan sur le plan sécuritaire ne satisfait pas, alors que les engagements qui avaient été pris, c'est la sécurisation et le retour des personnes déplacées internes. Sur cette question, le commandement des opérations du Théâtre National, donc commandé par le lieutenant-colonel Bamouni, dit qu'il y a des villages où des déplacés ont réintégré, mais compte tenu de la délicatesse de la situation, point net, ils ne veulent pas communiquer là-dessus. Est-ce que vous, qui êtes sur le terrain, qui avez aussi des relais des militants, vous avez l'information que des villages ont retourné, des villageois, des déplacés internes ont rejoint leur localité d'antan? Je n'en connais pas. Mais pour répondre à votre préoccupation, regardez simplement la courbe ascendante du nombre de déplacés. Aujourd'hui, on a dépassé la barre des 2 millions.
Donc c'est ça qui explique qu'il y a plus de déplacés que de gens qui régaillent. C'est vrai qu'il y a des opérations qui se mènent tous les jours. Il y a des localités où les populations elles-mêmes s'organisent pour rester. Je vous dis qu'il y a des localités où nous avons des militants qui disent « nous sommes obligés de négocier avec les terroristes pour rester en sécurité ». Il y a des villages comme ça. Qui a le contrôle? Ce n'est pas l'État du Burkina Faso. Et il y a des localités où les terroristes prélèvent l'impôt, font le contrôle des véhicules. Mais, M. Bougouma, cette semaine, la presse nous apprend qu'entre Goursi et Ouayouya, il y a eu des cas comme ça, où des terroristes ont intercepté des voyageurs pour fouiller. Sur la route de Bobo, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, je crois que, je vous ai dit tout à l'heure, nous autres, nous avons connu, quand on parle de l'armée, des militaires, de la gendarmerie, de la police, des hommes de tenue, c'est la loyauté, la sincérité, la dignité, l'intégrité. Ces valeurs-là, me semble-t-il, ont été purement et simplement remplacées par un discours, j'allais dire, démagogique de politiciens armés. Et là, c'est extrêmement dangereux pour même la paix sociale. Parce que quand vous dites, vous avez déjà une population qui souffre dans sa chair, dans son âme, pour dire non, mais vous êtes sécurisés. Mais imaginez, ceux qui sont dans ces localités, ce qu'ils peuvent penser de ceux qui nous dirigent. D'accord. Alors, nous allons changer de sujet. Nous allons parler de réconciliation nationale, qui est un autre chantier, un autre vaste chantier du président Damiba. Un chantier également que Roch-Marc Christian Kaboré avait entrepris. Et donc, à travers le magistère de Zéphirin Diabré. Donc, aujourd'hui, quelle est votre appréciation de ce qui est donné de voir comme processus pour aller à cette réconciliation nationale voulu par le MPSR? Le besoin de réconciliation n'a pas commencé avec M. Damiba. Pas du tout. Rappelez-vous du rapport du Collège des sages, dirigé par Monseigneur Anselme Son. Ce rapport a été remis au président Blaise Compaoré. Rappelez-vous également que dans ce pays, une ONG comme le MBDHP avait fait la liste des crimes de sang. Aujourd'hui, vous avez la liste des crimes économiques. Ça existe. On dit dans les archives, le RENLAC est là, on peut les ressortir. Les recommandations du Collège de sages sont encore d'actualité dans ce pays-là. Mais en 2001, qu'est-ce qu'on nous a servi? Qu'est-ce qu'on nous a servi? La journée nationale de pardon, ça donnait quoi? Le président Roch-Marc Christian Kaboré, pour son dernier mandat, entre autres, a été élu sur la base de son programme qui a mis la question de la réconciliation comme une priorité. Et il a créé un ministère d'État confié à l'un de ses opposants. Ministère d'État confié au président Zéphirin Diabré. Ça d'abord, c'était une marque d'une réconciliation politique. Il a créé un cadre qu'on appelait le dialogue politique, où vous aviez l'opposition et la majorité qui discutaient de toutes les questions d'intérêt national, avant même d'aller à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce que M. Damiba peut faire de mieux? À moins d'utiliser ses armes pour soumettre les citoyens burkinabés à accepter ce qui est inacceptable. Donc, je suis au regret d'ailleurs de faire constater qu'avec Damiba, c'est le dossier de M. Zéphirin Diabré, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Yoro Bori qui le dit.
Et Yoro Boli lui-même, qui est en charge de ce dossier, a d'abord à se réconcilier avec lui-même et avec le peuple. Moi, j'ai été rasé, emprisonné. Est-ce qu'il m'a demandé pardon, M. Yoro Boli? Il vous a rasé pourquoi? Mais parce que nous étions dans le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques. On demandait simplement la vérité et la justice pour Norbert Zongo. À cause de ça, on a été embastillés. Il n'est pas mort. Djibril Bassolé n'est pas mort. Le président Alidou Edloro est là. Tolé Sayon est là. Vous avez été rasés ensemble. Ah oui. Et vous voulez des excuses pour ça? Ah mais écoutez, est-ce qu'on n'a pas été victimisé? Mais si ce monsieur aujourd'hui doit faire la réconciliation de tous les Burkinabés, moi je ne dis pas que je suis contre la réconciliation, mais je rappelle un certain nombre de faits sur lesquels on se tait pour aller... Mais est-ce que si on va continuer à ressasser le passé, on va pouvoir avancer? Mais monsieur Bougma, c'est là la question. Pourquoi alors le président Roch-Marc Christian Kaboré a été débarqué manu militari, alors même qu'il a été élu démocratiquement et qu'il faisait de la réconciliation une priorité? Pourquoi alors on l'a enlevé du pouvoir par les armes et on a même tenté de le tuer? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un qui veut vous assassiner peut tout de suite se réconcilier avec vous comme ça sans aucune démarche? Mais ce pays a des problèmes. Moi, je ne sais pas si on est vraiment humain. Alors, le président Kaboré avait pris un engagement de 6 mois de faire venir Blaise Compaoré. Les commodités d'accueil, tout était terminé, mais l'entourage de Blaise Compaoré a dit de patienter. Est-ce que vous avez pu savoir en son temps pourquoi est-ce que l'entourage a dit de patienter, malgré ce qui avait été donné comme effort par le président Kaboré? Ce qui est sûr, ça, ce n'est plus la faute du président Kaboré. C'est M. Blaise Compaoré, son entourage. Moi, je ne peux pas l'entrer dedans. Ce que je peux dire et attester, c'est qu'il y avait une ferme volonté du président Kaboré de faire revenir M. Blaise Compaoré au Burkina Faso. Mais quand comme Zida, hein, tout comme Zida. Ah, tout comme Zida. Oui, qui est en exil au Canada. Mais lui, c'est lui qui a dit de patienter ou qu'est-ce qui s'est passé pour lui, en ce qui nous concerne? En ce qui concerne qui? Zida. Non, en ce qui concerne Zida, il y a eu un contact avec le ministre d'État Zéphirin. Moi, j'étais présent avec un autre collègue ministre. D'ailleurs, c'était dans le bureau du ministre de la Communication à l'époque. On a eu à échanger plus d'1 heure avec lui. Mais le dossier a été reversé à la réconciliation, qui avait une procédure qui devrait aboutir à un forum, tout comme le dossier de M. Blaise Compaoré. Donc, si la procédure avait suivi son cours, peut-être que M. Zida, M. Blaise Compaoré serait venu dans le cadre de cette procédure-là. D'accord. Alors, mais il y a beaucoup de plaintes liées au retour de Blaise Compaoré à l'invitation du président d'Amiba. Pourquoi tant de levées de boucliers si vous-même vous aviez souhaité qu'il entre? Non, il y a levé de boucliers parce que il y a eu une inconsidération et un mépris de notre peuple. C'est ça qui est farouche. Le mépris à quel niveau? Le mépris est au niveau des actes, des faits, qui en réalité dénotent du manque d'humilité. Du manque d'humilité et de la considération de ceux qui aujourd'hui veulent demander pardon. Si tu veux demander pardon à quelqu'un, moi je crois que le minimum, c'est pas d'abord de heurter la personne. Oui, mais vous alliez faire comment pour que Blaise Compaoré rentre? Parce qu'il est aussi... Non, il est libre de venir dans son pays d'origine. Vous avez dit que le peuple a été humilié dans cette affaire-là. Moi, c'est comment est-ce que vous alliez le faire venir quand vous étiez au pouvoir? Ah, ça c'est si... Quand on était au pouvoir, mais on n'est plus au pouvoir. Puisque Damiba, je vous dis, oui. Quand le président de l'UPC, M. Zéphirin, avait le dossier qui était discuté en conseil de ministres, par exemple, le HCRU a traité plus de 5000 dossiers. Tout cela a été reversé au ministère d'État de M. Diablé. Un rapport a été fait. Le forum dont on parle, ça a été constitué déjà par le gouvernement de M.
Roch-Marc Christian Kaboré. Donc, dans cette procédure, n'oubliez pas que des contacts ont eu lieu. Et vous l'avez même dit, que c'est son entourage qui a refusé. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il fallait discuter de toutes les conditions de sécurité, de garantie qui puissent donner des assurances à M. Blaise Compaoré pour qu'il revienne au Burkina Faso avec dignité. Je dis avec dignité. Parce que la dernière fois, quand il est venu le 8 juillet, là, il a été humilié. Moi, je peux trouver un Blaise Compaoré qui venait dans le cadre d'une réconciliation avec les honneurs qu'on aurait pu peut-être lui réserver pour réconcilier le peuple au sommet et à la base. Je n'ai pas vu ça. Au contraire, on nous a divisé d'abord, en ridiculisant la justice. Mais comment voulez-vous se réconcilier avec quelqu'un qui vient par les airs avec un avion ivoirien, escorté par son pays d'accueil dont il a la nationalité, il descend dans une base aérienne, il prend un hélico pour disparaître. Mais vous appelez ça quoi? Ce cinéma-là, comment vous l'appelez? On nous le présente à la télé où il n'a même pas ouvert la bouche. Et puis bon, des semaines après, c'est le ministre ivoirien qui nous rapporte un courrier qui est lu par un membre du gouvernement. Comment vous appelez ça? Vous appelez ça de la réconciliation? Moi, non. Alors, c'est un processus qui est engagé. Vous dites que la démarche, elle n'est pas bien. Blaise Compaoré a présenté ses excuses, a demandé pardon à la famille Sankara. Pour vous, est-ce que c'est déjà pas un pas que Blaise Compaoré ait pu faire ça? Vous avez vu Blaise Compaoré demander pardon? Moi, je n'ai pas vu. Hein. La lettre a été lue en son nom, en présence de sa fille. Moi, j'ai vu que, par exemple, Mariam Sankara émet des doutes sur la lettre. Et vous? Moi, oui, vous-même. J'ai suivi d'abord vraiment à la télé la lecture qui a été faite par le ministre Lionel Bilro. Je l'ai lu aussi dans les journaux plusieurs fois pour essayer de comprendre. Je retiens deux choses. Il s'adresse au peuple burkinabé à qui il demande pardon. Moi, je ne suis pas le peuple burkinabé, je suis un citoyen. Oui, mais il a dit citoyen, citoyenne. Concitoyen, concitoyen, non, concitoyen. Il a dit citoyen, citoyenne. Concitoyen aussi. Voilà, mais qu'importe, c'est la même chose. Je pense en tant que citoyen que ce n'est pas le problème du pardon qui est à l'ordre du jour. Ce n'est pas le problème de la réconciliation, non. C'est le problème de celui qui demande ou qui accepte le pardon. Donc, c'est une question éminemment subjective, faite de morale et de valeur, dont la dignité intrinsèque même de celui qui demande pardon. Mais est-ce que cette demande de pardon n'est pas en soi déjà un aveu? Non. Oui, l'aveu, oui. De toute façon, il est condamné. Blaise Compaoré est condamné. Donc, on n'a pas besoin de son aveu. Non, devant un tribunal, on n'a pas besoin de son aveu. Il est condamné, même à vie, pour des faits graves. Pour des faits graves. Et rappelez-vous qu'il ne s'est pas présenté, il a été condamné par contumace. Ce qui veut dire également que là, il méprise même la justice. Donc, s'il doit demander pardon dans ces conditions, moi je crois le minimum qu'il aurait pu avoir, c'était l'humilité, la sincérité. Parce que le pardon, c'est le cœur. Le pardon, ce n'est pas le spectacle, ce n'est pas le cinéma. Des gens qui instrumentalisent le pouvoir d'État. Je regrette de le dire. Monsieur Bougouma, si moi je vous fais du tort et je rentre ma conscience me gronde, parce que le problème là c'est une question de conscience. Est-ce que M. Blaise Compaoré a cette conscience qu'il a fait du tort, qu'il a fait du mal, qu'il a tué et que son propre ami, chez qui il dormait, il a fait jeter même en pâture aux chiens à Darnoué? S'il doit demander pardon dans ces conditions, je pense que M. Blaise Compaoré a une famille. Nous sommes en Afrique, on a des us et coutumes, on a des rites. Il y a des chemins à emprunter, même sans passer par la procédure étatique. Et rappelez-vous de ce que le papa Joseph, le père de Thomas, a dit avant de mourir. Que si Blaise veut venir chez lui,
il n'y voit aucun inconvénient. Mais il ne va jamais lui demander qu'est-ce qui s'est passé. C'est à Blaise de venir et d'expliquer, et lui, il lui donnera pardon. C'est profond, c'est humain. Mais j'ai l'impression, effectivement, comme vous avez parlé de son entourage, que M. Blaise Compaoré est devenu un instrument qu'on utilise. Mais à quel dessein? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sinon, les Burkinabés veulent pardon, veulent se pardonner, veulent la paix. C'est la paix que les Burkinabés veulent. Alors déjà, Mousbila Sankara, que vous connaissez très bien, lui dit qu'il accepte le pardon. Au niveau de la famille, il y en a qui ne sont pas d'accord. Alors vous connaissez bien Mousbila Sankara. Vous êtes même d'ailleurs dans le même parti politique. Que pensez-vous de sa sortie et du pas qu'il a également fait dans le sens du pardon? D'abord, Mousbila Sankara, c'est Mousbila Sankara. Il a ses points de vue. Et il n'a pas parlé au nom du parti. Hein. Oui, il a dit en son nom personnel, il a même précisé. Il a même repris les propos en réalité de Joseph pour dire que son frère n'est pas mort avec la haine dans le cœur. C'est ce que Mousbila a dit. Je l'ai suivi au Méga, sur une autre chaîne média. Bref, personne ne compte le pardon. Mais pour dire j'accepte un pardon, M. Bourgouma, malheureusement on n'a pas le temps, mais moi, étant petit, j'ai vécu un cas de pardon où celui à qui on est venu demander pardon a pleuré pendant 2 jours, un vieux. Celui à qui on est venu demander pardon? Oui, il a pleuré. Parce que c'est les forgerons qui sont arrivés avec leur cérémonial déposer ce qu'on appelle le zanre, l'enclume, c'est pas l'enclume, c'est le marteau qu'ils utilisent. Ils font ça et ils sont venus déposer avec des incantations devant la porte du vieux. J'étais tout petit, je l'ai entendu hurler, crier. Et les gens ont commencé les tractations. Au 3e jour, le vieux est sorti de sa case. Celui qui l'a offensé est venu. Ils ont bu ensemble la calebassée de paix. Nous sommes soit des humains ou des animaux. Si nous choisissons d'être des humains, dans tous les pays du monde, il y a cette formule-là. Dans les religions, il y en a. En politique aussi. Mais pourquoi voulez-vous aujourd'hui ramener le Burkinabé à un niveau animalier pour que finalement le pardon n'ait aucun sens? J'entends même des gens, des intellectuels dire « Eh bien, il a demandé pardon, on exécute le pardon. » On exécute un pardon? Vous avez vu ça? Non, on peut tuer quelqu'un, exécuter des hommes, des gens font ça. On exécute quelqu'un, mais il meurt dans sa dignité. Mais il ne te dira jamais que j'étais pardonné. La maman de Norbert, vous l'avez suivi, vous l'avez entendu. Elle n'a jamais été contre le pardon. On a tué son fils brûlé. Mais elle a toujours dit, si vous venez pour me demander le pardon sincère, on dit Mia femme là. Quand on dit Mia femme là, c'est tout le cœur qui dit laissez tomber. Mais on ne va pas oublier. On ne va pas oublier. Mais on ne reviendra pas sur ça. Et notre pays, le Burkina Faso, a besoin de ces valeurs pour se construire. Et on est en train de poignarder ces valeurs. On est en train de les poignarder. Les jeunes aujourd'hui ne savent même plus ce que c'est que le pardon. Il y en a qui disent qu'ils réfléchissent à l'échelle État, à l'échelle nation, et que la justice n'est pas au-dessus de la nation. Qu'est-ce qu'une nation? Qu'est-ce que la justice? La justice, d'abord, c'est le fait de vivre à plus de 2, dans l'égalité, dans le respect. La justice, ce n'est pas la règle de droit, forcément. Non, mais la communauté a besoin d'une justice pour être en paix. Si vous déniez ça, eh bien, le Burkina Faso n'est pas au stade d'une nation. Pas du tout. Mais si vous n'avez pas la justice, vous ne pouvez jamais obtenir une coexistence entre des hommes. C'est pas possible. On n'a pas besoin d'avoir été dans une école de politologie pour comprendre ça.
Mais vous savez, les gens ont leur raison. Ce qui est dommage, c'est quand d'éminentes personnalités tiennent, souvent c'est un propos, pour dérouter toute une jeunesse. Alors que les jeunes aujourd'hui revendiquent leur place, donnons-leur des passerelles de vertu, de dignité, d'intégrité, pour que ces jeunes-là puissent continuer avec le flambeau. Mais malheureusement, nous constatons que les jeunes nous ont souvent reproché nos propres défaites pour des discours qui les font perdre. Et c'est ça qui nous rattrape. D'accord. Alors, mais avant, pour les chefs de l'État, les anciens présidents avec Damiba, votre ancien président d'honneur, il n'est pas venu. Est-ce que vous avez pu échanger pour savoir les raisons réelles? Parce qu'il y en a qui disent que le problème administratif, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas vrai. Est-ce que c'était vraiment lié à des questions administratives ou il y avait aussi un problème de volonté? Bon, par exemple, je sais qu'avec le président Roch-Marc Christian Kaboré, il a eu son passeport diplomatique pour venir au Burkina. C'est moi-même qui ai fait transmettre le passeport diplomatique à M. Yacouba Isaac Zida. Son passeport diplomatique a été signé par le ministre des Affaires étrangères, Rosine Koulibaly. Elle est là. Donc vous comprenez déjà qu'avec Roch-Marc Christian Kaboré, le process était tout tracé. Son passeport diplomatique a été signé, il a pris. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on a échangé avec lui en vidéoconférence. Il a montré toute sa disponibilité à revenir au Burkina. Mais ce qui s'est passé entre lui et Damiba, Wallahi Allah, je ne connais pas. Vous n'en avez pas parlé? Entre lui et Damiba? Non, entre vous et Zida. De quoi? De ses rapports avec... Pourquoi il n'est pas venu Non. Moi, ces questions ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'était tous les efforts que nous avons mis avec Roch-Marc Christian Kaboré pour qu'il vienne. D'accord. Mais on était chassés du pouvoir le 24 janvier. Ce qui se passe avec les militaires, moi je ne sais pas. Alors à l'échelle... on m'empêche de voyager. Ok, mais à l'échelle nationale, vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se pardonner. Vous parlez de Yero Boli qui vous a fait raser. Est-ce que vous l'avez pardonné? Parce qu'il y a des gens qui disent nous pardonnent même s'ils ne sont pas venus. Moi je l'appelle grand frère ou mon oncle. Okay. Parce qu'il est Boli, moi je suis Sankara. Mais quand les gens disent qu'il n'est pas politique, je dis c'est faux. Il a battu campagne pour les CDP parce qu'il est de Conquis Ipala. Je sais de quoi je parle. Je suis allé battre campagne là-bas et je l'ai rencontré sur le terrain. Mais ce n'est pas ça le problème. Moi, je pardonnerai toujours pourvu que entre mon vis-à-vis et moi, il y ait cette sincérité et cette rencontre de nos cœurs. Il le sait, on a été ensemble à Kaya pour prendre, avec l'appel de Manega, des certificats de reconnaissance. Et je l'ai rencontré. Et vous en avez parlé? Souvent, il y a des anecdotes qu'on raconte. Quand il nous réprimait, lui-même, il raconte ces anecdotes. Et on lit. Donc ça dit, entre vous, il n'y a pas de problème? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais maintenant, pour l'ensemble des autres dossiers, quel format il faut véritablement? Les dossiers, même dans mon cabinet, j'en ai des dizaines et des dizaines. Déjà, il y a le dossier Dabo qui est programmé. Pour septembre. Il y a Flavien Nebier. Il y a même le dossier Jean-Baptiste Lengani, qui vient d'être déclaré forclos. Il y en a comme ça. Des dossiers du collectif. Il y en a des reliques qui s'exhubent là, alors que ces mêmes politiciens, en 2000, ont embastillé des militants du collectif. Et les dossiers sont au tribunal. Vous voyez, la question de la réconciliation, c'est une question profonde. On ne peut pas escamoter, pas du tout. Mais je crains qu'avec les militaires, ils veulent croire qu'on peut faire la réconciliation par la force de la baïonnette. C'est pas possible. C'est pas possible. Les Burkinabés préfèrent mourir que d'accepter la honte. Alors, il y a le dossier d'Abou Boukari qui est programmé pour le mois de septembre. Alors, les espoirs également que justice soit rendue. Vous intervenez dans ce dossier également? Tout à fait. C'est moi qui ai porté la plainte en 2000. Je crois en mai 2000, parce que Dabo Boukari a été assassiné en mai.
Oui, mais... Et pour éviter aussi la prescription, comme dans le dossier de Thomas Sankara, que moi j'ai porté la plainte à la demande des familles. Sinon, ce dossier aussi allait être prescrit, comme le dossier de Boukari Lengani. Mais la procédure judiciaire, depuis 2000 jusqu'en 2014, là, pendant les 14 ans que Blaise Compaoré était là, ce dossier n'a jamais évolué. Malgré les protestations des militants de l'ANEB et de l'UGEB. C'est après l'insurrection que tous ces dossiers, finalement, on a commencé à les instruire. Et la tombe a été indiquée? Oui, la tombe a été indiquée sur la route de Pau, tout juste après Pau. J'ai été avec la famille, plus le procureur, on a regardé. La famille a prélevé la terre pour les rites d'usage, mais on n'a pas ouvert. On n'a pas fait une expertise. La famille a souhaité ne pas en faire. Donc, on a pris acte que c'était la tombe de Dabo Boukari. Alors, dernière question, c'est l'enterrement prévu des restes de Thomas Sankara et de ses camarades qui divise également l'opinion. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça ne va pas se faire? Il y a des familles qui ne sont pas d'accord, mais il nous revient que... Des familles qui ne sont pas d'accord, pourquoi? Par rapport à l'inhumation au cimetière de Gounguin, des reliques, ce qui avait été exhumé pour... En un mot, c'est depuis l'instruction. Quand le juge d'instruction a fini son travail, il a réuni toutes les familles, plus un représentant de l'armée, pour dire, moi j'ai fini mon travail, on peut enterrer. Les familles ont souhaité qu'il y ait d'abord la justice. Le 6 avril, quand le tribunal militaire a rendu sa décision, les familles se sont retrouvées pour dire, il y a eu appel. Les Guinguelés ont fait appel contre la décision. Oui, tout à fait. Oui, mais les familles ont dit, toujours dans le sens du pardon, dans le sens de la réconciliation, on peut maintenant enterrer. Et c'est la famille qui dit, là, nous, on a su, on connaît la vérité. On dit, il y a affaire. Mais voilà que les militaires, je ne sais pas encore dans quel calcul, c'est comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure sur votre plateau, qu'on dirait qu'il y a une espèce de malédiction derrière la transition. Quand on pose un acte, c'est un effet boomerang. On convoque le 2 juillet les familles. Moi, j'ai participé à cette réunion. Pour dire, ah oui, on va enterrer, mais en juillet. Les gens disent quand même, c'est pas comme ça. Même pour déterrer, il y a eu des réunions et des réunions. Mais Thomas Sankara appartient à une famille. Il y en a 13 comme ça. Et chacun a une famille. Il faut repartir, informer les gens et tout et tout. Et il nous a décliné conformément à la loi comment ils vont organiser des funérailles nationales et mettre sur pied un comité national d'organisation. Et puis, nous apprenons depuis hier qu'ils ont choisi la date du 4 août pour enterrer Thomas et les 12 autres, et en même temps enterrer la révolution. En fait, c'est ça. Comment ça? Mais enterrer Thomas le 4 août, ça veut dire quoi? Moi, je suis un partisan, un militant de la révolution. Je ne serai jamais d'accord qu'on enterre Thomas le 4 août. Jamais. Pas du tout. Mais je ne parle même pas de ça. Le process de respect dont on parlait, de la considération dont on parlait. Si on a une considération vis-à-vis des familles, on les consulte jusqu'au bout. Pendant 35 ans, vous ne vous êtes pas inquiété des restes. Et puis, subitement, vous voulez les enterrer en moins de 72 heures. Qu'est-ce qui presse? Quel agenda y a-t-il? Quel agenda y a-t-il? On va en savoir certainement parce que le temps qui nous a été imparti est terminé. Il faut prolonger le temps. Nous vous coupons sur votre élan, malheureusement ce n'est pas possible. Alors, bon, au moins je vous permets de répondre à cette question. Est-ce que vous soupçonnez un agenda? Oui, je soupçonne un agenda. Qui peut être lequel? Que la transition est en train, effectivement, de tout faire pour M. Blaise Compaoré. Ce n'est pas le peuple qui l'intéresse. Les faits ne trompent pas.
Les faits ne trompent pas. Les faits ne trompent pas. Naturellement, on attendra d'en savoir la suite par rapport à cet enterrement qui est, en tout cas, prévu pour le moment, pour le 4 août à venir. En attendant, nous vous disons merci, vous qui l'avez suivi. Merci à Maître Benouende Sankara pour la disponibilité. Madame, Messieurs, c'est tout pour cette émission Monde Politique. Rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique et bien des choses chez vous.